Salut les mangeurs de livres, on est de retour, une fois de plus, pour dévorer des bouquins, hein. Alors, ce soir, on va manger une belle part de gâteau, bien bourratif, un bon gros gâteau au chocolat avec de la crème. On va parler d'un livre de Jean Marcal qui s'appelle Les Celtes et la civilisation celtique. Alors pourquoi j'ai choisi cette fois-ci de vous parler de ce livre? Comme d'habitude, hein, souvent quand l'envie me prend de faire un podcast, je regarde un peu les rayonnages de ma bibliothèque en me disant quel bouquin m'a marqué suffisamment pour me laisser un souvenir impérissable et pour que j'ai envie de transmettre ce souvenir à des gens qui écoutent les podcasts. Et en regardant un petit peu mon étagère dédiée aux Celtes, parce que c'est un sujet que je chéris, enfin, c'est une de mes marottes dans les peuples oubliés, les Celtes. Et j'ai vu ce livre, et en fait c'est par cette porte que je suis rentré dans le monde celtique. Ça fait longtemps, hein, c'est un livre qui a été publié la première fois je crois dans les années 60. Et bon, je l'ai pas lu à sa parution, hein. Je suis pas si vieux que ça. Mais je crois il a été édité en 1969. Après il y a eu de nombreuses et nombreuses rééditions chez Payot. Mais moi, c'est la première fois en fait que je goûtais aux Celtes, à part Astérix, euh, avec ce livre. Et, il m'a marqué longtemps ce livre, il m'a permis en fait ensuite de continuer à creuser et ensuite entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, de connaître des auteurs plus sérieux. C'est ça que je voulais dire. Comme Henri Hubert ou Jean-Louis Bruno. Ou, par exemple là, le mois dernier, il y a un auteur universitaire qui s'appelle Laurent Olivier qui a écrit Le monde secret des Gaulois, que je vous conseille. Et peut-être que je ferai un podcast dessus. Et, ou comme Guy Varche aussi, qui était un adversaire farouche de Jean Marcal, qui pensait qu'il n'était pas très sérieux comme gars. Mais j'y reviendrai ensuite sur cette polémique. Mais en fait, moi, pourquoi j'ai voulu parler d'abord de celui-là avant de parler des autres livres écrits par les auteurs que je viens de citer, c'est parce que bon, je l'ai lu quand j'étais assez jeune, et même si je sais aujourd'hui que Jean Marcal n'est pas un historien à proprement parler, d'ailleurs, bon, je vais vous brosser un tableau vite fait du personnage, euh, à la base, c'est un professeur de lettres, un universitaire en lettres classiques. Et ensuite, comme il a eu du succès justement avec ses livres, il a arrêté d'enseigner. Je sais qu'à un moment, il avait une émission de radio sur une des radios publiques, je sais plus, France Inter ou France Culture. Il a fait du théâtre, il a touché à plein de sujets différents, mais quand même, le sujet principal de ses œuvres, ça a été le monde celtique. Alors, soit en tant qu'essai historique, on va dire, soit en tant que réécriture des mythes celtes. Par exemple, il a écrit toute une saga du roi Arthur, qui est disponible chez Omnibus, et qui est pas mal, hein, pas mal du tout. Euh, il a écrit, ensuite, vers la fin de sa carrière, il a écrit plein de livres, euh, j'allais dire ésotériques, mais en tout cas qui s'attachaient à tous ces mythes, genre justement la forêt de Brocéliande, l'énigme de Chartres, tu vois, bon, c'est des trucs que j'ai jamais lus ça parce que ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, tout le pan celtique, j'en ai lu pas mal de lui. D'ailleurs, il doit sa renommée internationale à un livre qui a été traduit euh, surtout dans le monde anglo-saxon ensuite et qui a été vendu à 1 million d'exemplaires, ce qui est suffisamment rare pour un auteur français pour le signaler. C'était La femme celte. Ouais, la femme celte ou le monde celtique et la femme de. Ouais, non, la femme celte. Ouais, c'est ça, c'est la femme celte. Parce qu'il en a écrit tellement de différents. Je les ai tous. Et je regarde vite fait sur l'étagère pour vous dire si je me trompe ou pas. Ouais, c'est la femme celte. Et donc, ça lui a attiré pas mal d'expositions, ce livre. Et donc, il a été un petit peu considéré comme un spécialiste de la civilisation celtique pendant des décennies en fait. Il a été un vulgarisateur en tout cas, même si, comme je vous le dirai après, il a eu des problèmes avec le monde académique. Mais bon, revenons à ce livre-là, Les Celtes et la civilisation celtique. Donc moi, il y a à peu près, je sais pas, une vingtaine d'années, 20-25 ans, donc je commençais un petit peu à chercher des bouquins sur les Celtes.
Et je tombe sur ce livre à Gibert. Comme vous le savez, hein, je suis un aficionado de cette librairie hein, depuis mes années d'étudiant où je vais revendre mes livres là-bas. Vu qu'ils vendent des livres d'occasion, c'est toujours là-bas que je vais en premier. Et donc je vais au rayon histoire et je vois un gros livre, un petit pavé comme ça, les Celtes et la civilisation celtique. Je me dis pas mortel. Je vais enfin avoir un aperçu de ce peuple-là auquel je m'intéresse depuis si longtemps. Donc je commence je l'achète, je rentre chez moi, je le feuillette et je commence à le lire. Et déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, en le lisant, je commence à voir des références à des peuples que je croyais mythiques en fait. À un moment, il parle des Pictes, il parle des Cimériens. Et pour un fan de fantasy comme moi, les Pictes et les Cimériens, c'était des peuples inventés par Robert Howard en fait. C'était pas des vrais peuples. Il parle de l'Hyperborée. Pareil, c'était l'âge iborien de Robert Howard, le monde dans lequel se baladait Conan le Barbare. Conan le Barbare, à la base, c'est un Cimérien. Et son meilleur ami, c'est un Picte. Et bon. Et donc je me dis, ah non, c'est un truc de fou. En fait, ça existe. Ça existe vraiment. Robert Howard, il avait des références historiques. Alors bien sûr, maintenant, ça paraît naïf de dire ça, parce que je sais que les Cimériens ont existé, je sais que les Pictes ont existé, je sais que l'Hyperborée, c'était la contrée nordique que les Grecs considéraient comme le royaume d'Apollon, presque une espèce de jardin d'Éden nordique. Mais à l'époque, j'étais encore tout frais, tout naïf, et je pensais vraiment que Robert Howard, il avait inventé ces peuples. Et ça avait un goût justement de mythe, de mythologie incroyable. Donc déjà, moi, je me dis, waouh, c'est la première fois que je vois un écrivain me parler de ces peuples. Et comme je vous dis, moi, j'ai toujours été fasciné, justement, peut-être justement à cause de ces lectures de jeunesse, là, Robert Howard et compagnie. Mais donc, lui, comme préambule à la civilisation celtique, il parle des Cimériens, par exemple. Alors, petit aparté, qui sont les Cimériens? En fait, je l'avais déjà dit, je crois, dans je sais plus quel podcast, euh, que ce soit Jean-Marc Hall ou tous les historiens, enfin les vrais universitaires, linguistes, etc., il y a un concept qu'on appelle les Indo-Européens, qui à la base sont un concept linguistique, comme je vous l'ai dit, ça a été pendant le 19e siècle, les Allemands, les Anglais au début, surtout avec les Anglais quand ils ont découvert le sanskrit, ils se sont rendus compte qu'il y avait des correspondances avec l'anglais et les langues européennes, et ils se sont dit qu'il devait avoir une langue d'origine commune justement à toutes ces langues. Bref, au bout de plusieurs recherches, ils se sont rendus compte que justement il y avait un rameau de langues, ce qu'on appelait indo-européenne. Pourquoi indo-européenne? Parce que justement on s'est rendu compte que euh, justement l'indien, l'iranien et ensuite la majorité des langues occidentales d'aujourd'hui euh, découlaient d'une seule langue. Et c'était le rameau indo-européen. Par exemple, en Orient, il y a les langues sémitiques, par exemple l'arabe, l'hébreu, autrefois l'araméen, par exemple. Donc c'était un concept à la base de linguiste. Mais puisque les linguistes ont dit qu'il y avait des locuteurs de ces langues, automatiquement, on s'est dit, donc il y avait des peuples indo-européens. Alors c'est une grande polémique, hein, encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, Jean-Paul Demoule, là, l'ancien directeur de l'INRAP, a même écrit un livre, mais où sont passés les Indo-Européens en essayant de mettre à bas cette théorie. Pourquoi? Parce que les Indo-Européens, on les appelle aussi les Ariens. Ça vient de Aria, qui était justement le nom de ce peuple indo-européen. Aria, ça voulait dire en même temps le chef, le prêtre, même la religion peut-être. Et, donc en fait de là découlent les Ariens, et pendant longtemps on disait indistinctement Ariens ou Indo-Européens, mais malheureusement euh, Hitler et ses copains sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale, et même avant, pendant l'âge nazi, et en fait en allemand on disait pas Indo-Européen, on disait Indo-German. Et donc ils sont réattribués ce concept pour justement mettre au point leur fameuse théorie de l'arianisme, de la race pure, etc. Donc après, justement, ça a un peu pourri euh, ce concept d'indo-européanisme, et pendant longtemps, il faisait pas bon en parler. Nonobstant le fait que, malgré tout, les linguistes parlent toujours de langue indo-européenne. Par exemple, en Europe, aujourd'hui, il n'y a que trois langues qui ne sont pas d'origine indo-européenne. Il y a le basque, qui est pré-indo-européen, il y a le finlandais et le bulgare, qui sont
deux langues, ce qu'on appelle finno-ougriennes, c'est-à-dire qui viennent de l'Oural, à peu près. Et sinon, toutes les autres langues européennes sont indo-européennes, c'est-à-dire qui viennent de ces peuples stépiques là. Et donc les Sémériens faisaient partie de ces peuples indo-européens, ils faisaient partie des premières vagues qui ont déferlé d'abord au Moyen-Orient. Et, ils étaient cousins des Scythes, ils se sont même battus contre eux. Il y en a qui disent que c'est eux qui sont responsables de la chute de l'Empire hittite, qu'ils ont ravagé l'Empire hittite et qui sont ensuite partis sur les bords de la mer Noire. Donc en fait c'est là que j'ai appris ce qu'étaient les Cimmériens pour la première fois. Bon, les Pictes c'est autre chose, hein, c'est les ancêtres des Écossais. C'est ceux qui se battent contre les Romains et la raison pour laquelle Adrien a bâti ce fameux mur au nord de l'Angleterre pour faire une frontière, comme les Chinois avec les Huns et les Yongnus. Et d'ailleurs, on estime parfois que justement les Indo-Européens ils viennent peut-être justement de ce foyer là de peuples stépiques qui attaquaient aussi les Chinois à l'époque. Bien que les Huns, les Mongols, les Turcs, justement, c'est une autre famille linguistique. C'est le turco-mongol, justement. Mais donc, pour revenir à Jean, c'était une grande aparté. Pour revenir à Jean Marcal, donc à la civilisation celtique, moi, ce qui m'a fasciné au début, en tant que petit jeune faisant ses armes dans les livres d'histoire, c'était ça déjà. Il y avait un côté mythique dans son bouquin. Ça m'a happé. Il me parlait des Cimmériens, des Pictes, justement, et je me suis dit, waouh, c'est quoi c'est quoi ce mec qui a une culture encyclopédique de tous ces peuples. La deuxième chose qui m'a fasciné chez lui, c'est que dans son ouvrage, et donc comme il fait référence au tronc commun des langues indo-européennes, et, et donc il est, comme tous les historiens, il nous explique que les Celtes, en fait, c'est une vague migratoire qui est arrivée à peu près 1000 ans avant notre ère en Europe. Il y a deux foyers qui sont connus, deux époques distinctes de leur civilisation. Il y a d'abord la civilisation de Hallstatt, c'est en Autriche, parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans ce coin et on a trouvé euh, les premières traces euh, des Celtes, de cette civilisation celtique. Donc c'est le premier foyer. Ensuite, donc sur les bords du Danube, et ensuite ils auraient émigré un peu plus à l'ouest, et il y a la civilisation de l'Athènes en Suisse. Et après ils ont essaimé dans toute l'Europe. Donc, euh, ce qui nous explique, c'est que c'est une migration venue des steppes, justement, comme tant d'autres ensuite, et qu'ensuite ils se sont donc ils ont parsemé l'Europe. Par exemple, il explique que les Italiens, ce qui va donner les Romains par la suite et qui vont devenir les ennemis des Gaulois, en fait, c'est deux branches du rameau celtique. Quand ils sont arrivés au nord des Alpes, quoi, il y aura une branche qui s'appellerait les Italiotes, qui aurait bifurqué au sud, qui plus tard donc aurait donné le peuple romain, et d'autres qui auraient continué à l'ouest, et ce qui aurait donné ensuite les Gaulois. Par exemple, ces Italiotes, quand ils sont arrivés en Italie, ils ont trouvé les Étrusques, par exemple, qui étaient un peuple qui n'était pas du tout indo-européen. Ou ils ont trouvé aussi les Ligures. Il y a encore une partie d'Italie qui s'appelle la Ligurie. Et en France, enfin en France, ce qui est la France aujourd'hui et l'Espagne aujourd'hui, ils auraient trouvé les Ibères. Et les Ibères, pareil, c'était des peuples qui étaient là avant eux et qui n'étaient pas indo-européens. Et d'ailleurs, sur ces trois peuples, bien qu'on sache qu'ils étaient là quand les Celtes sont arrivés, on a très peu de, de matériel archéologique ou de sources. Et ça aussi, c'est encore des peuples sur lesquels j'essaye de faire des recherches et c'est dur de trouver des trucs sur eux. Mais revenons aux Celtes. Et donc lui, il nous explique ses pérégrinations celtiques. Et le truc qui m'avait épaté, c'est que il nous donne des sources, bon, en latin, en grec. Bon, déjà, ça, ok, il était prof de lettres classiques, donc il maîtrisait le grec et le latin, c'est normal. Mais ensuite, il parle du sanskrit, par exemple, justement pour revenir à l'origine des langues indo-européennes. Et la manière dont il nous en parle, on a l'impression qu'il maîtrise vraiment le sanskrit. Ensuite, il parle du- des dernières langues celtiques qui existent aujourd'hui, par exemple le gaël, ou le breton, ou le gaélique aussi, parce qu'il y a, la langue du Pays de Galles et il y a la langue irlandaise, le gaélique. Et pareil, comme il donne des exemples et des traductions, on a quand même l'impression qu'il maîtrise aussi ces langues-là. Et là, je commençais à me dire, mais le mec, c'est un monstre. C'est un vrai linguiste, c'est pas juste un prof de lettres. Donc, en gros, il m'en mettait plein la vue. Et où il est malin, c'est qu'il alterne.
des passages purement historiques, des passages de mythologie, parce que, comme il dit dès le début, quand on étudie la civilisation celtique, on se heurte aux mythes. Bon, maintenant que je connais justement des universitaires et que j'ai lu d'autres ouvrages, c'est pas forcément vrai. Mais lui, son angle d'approche, vu que c'était pas un historien et que c'était plus un littéraire, il s'est attaché justement aux épopées, aux bribes de justement d'épopées irlandaises, écossaises, anglaises, bretonnes, qui restent encore à notre disposition pour faire son histoire. Et par exemple aussi de temps en temps, il nous parle de réelles épopées celtes qui ont eu lieu. Et donc là, il nous entraîne totalement. Par exemple, à un moment, il nous parle des Cimbres. Les Cimbres, pendant longtemps, on n'a pas compris ce que c'était. C'était un peuple, c'est un peu comme les Vandales, 1000 ans même plus, qui au 5e siècle, là, quand ils sont partis de la Roumanie, ils sont remontés, ils ont traversé le Rhin, ils ont ravagé la Gaule, la- l'Espagne, et finalement ils ont conquis Carthage. J'ai fait un podcast sur les Vandales. Bah, les Cimbres, en fait, c'est un peu pareil. Ils sont partis du monde germain. Justement, pour lui, il estime que les Cimbres, ce serait un mélange entre les Germains et les Celtes. Et lui, il estime souvent que même si les Germains sont une ethnie différente des Celtes, euh, des fois ils pensent qu'en fait c'est peut-être pas si clair que ça. Peut-être qu'ils sont cousins, peut-être que les, les Germains, comme les Italiotes, ça a été un rameau distinct des Celtes. Bon, maintenant on sait que c'est pas vraiment le cas, hein, quand on lit les autres historiens. En tout cas, ils ont été très proches pendant longtemps et ils se sont mélangés. Et donc les Cimbres, apparemment, c'était le cas. C'était un mélange celto-germain. Et ils ont déferlé aussi. Ils ont déferlé sur le nord de la Gaule, sur toute la Gaule, et ils sont arrivés en Espagne. Et selon certains, ils sont implantés dans ce qui est maintenant les Asturies. Et ils ont ensuite donné du fil à retordre longtemps après, justement aux Romains lors de leur conquête. Selon certains aussi, les Cimbres, ça a donné le nom Kimri, qui a donné ensuite le nom des Irlandais, les Kimriques. Justement, Robert Howard il en parle encore. Et peut-être que ça vient des Cimériens, donc on revient encore à ça. À un autre moment, il nous parle justement. Bon, elle est connue, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, avant Rome, au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est les Gaulois qui avaient l'ascendant sur les peuples de la région, et il y a eu des invasions gauloises en fait. Et ils ont déferlé. Alors, pour certains, les fans de rugby connaissent le bouclier de Brennus. Brennus, c'est celui qui a mis à sac Rome. Et c'est le fameux qui a dit malheur aux vaincus. Quand finalement les Romains se sont rendus et qu'il a fallu payer tribut, il y avait une balance pour payer le poids en or. Et lui, il a grugé, il a mis son glaive en plus dans la balance. Et quand les Romains ont protesté, il a dit malheur aux vaincus. Et d'ailleurs, les Romains, pour eux, ça a été un traumatisme. Chaque année, même à l'époque de l'Empire romain, et ils célébraient c'est pas une célébration, mais en tout cas, ils marquaient le coup. Parce que pour eux, c'était vraiment le moment où ils avaient été humiliés. Et il fallait plus que ça arrive. Et donc, après avoir conquis Rome, ils s'étaient établis dans le nord de l'Italie. Et ils ont donné du flair longtemps à l'Empire romain naissant. Ils ont eu du mal, les Romains, à les, à les maîtriser. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait la Gaule cisalpine. Pour eux, justement, c'était de leur côté des Alpes, donc c'était la Gaule cisalpine, et au-delà des Alpes, c'était la Gaule transalpine. Mais en tout cas, ensuite, ils ont déferlé encore les Gaulois. Ils sont partis dans toute l'Europe de l'Est. Ils ont mis à sac ce qui est les Balkans aujourd'hui. Ils ont continué jusqu'en Grèce. Ils ont ravagé l'oracle de Delphes, là, le site où il y avait l'oracle de Delphes. Et d'ailleurs, pareil, il y a une anecdote célèbre où, quand ils ont vu les statues des Grecs, des dieux grecs, ils ont demandé ce que c'était. Quand les Grecs leur ont dit que c'était la personnification de leur dieu, ils se sont mis à rire. Ils ont dit mais comment ça vous donnez une forme à vos dieux, c'est n'importe quoi pour eux. C'est là qu'on se rend compte aussi qu'ils avaient une philosophie propre et que c'était pas juste des barbares. Et ils avaient une manière de voir la religion qui était différente. Et ensuite, il y a même certains, les fameux Galates, qui ont poussé jusqu'en Anatolie et qui se sont établis là-bas en Galatie. Et tous ceux qui ont voulu les conquérir ensuite dans les nombreux siècles qui ont suivi et les nombreux empires qui ont fleuri dans cette partie du monde, ils ont eu du mal avec les Galates. Donc voilà, par exemple,
un exemple des épopées gauloises qui nous énumèrent euh, en alternance avec des poèmes, des mythes, des légendes celtiques. Et justement, ça crée un équilibre dans le livre qui fait que, bah, en fait, on le dévore le livre. À chaque fois qu'on est essoufflé, quoi. On se dit, mais attends, ça va finir quand? C'est comme quand après il nous explique finalement le terme de la migration celtique, c'est les îles britanniques. Que ce soit ce qu'on appelait autrefois la Bretagne, donc l'Angleterre d'aujourd'hui, ou l'Irlande. Et l'Irlande, par exemple, juste l'Irlande à elle seule, c'est un monde à part. D'ailleurs, lui, après, il a écrit un nombre incalculable de livres sur l'épopée irlandaise, sur les sources celtiques d'Irlande, sur la mythologie irlandaise. Et pareil, là, c'est pareil, quand il nous parle de la Trinité de la tribu de Dana, de Tirnanog, de Cuchulainn, de toute cette mythologie irlandaise, on est encore emporté, c'est encore un monde différent. Et par exemple, après, quand il parle de la Bretagne et de l'Écosse, et qu'il nous parle des Scots et des Pictes, là, les deux peuples qui vont donner ensuite la nation écossaise, c'est fabuleux. Les Pictes, c'est pareil, je vous dis, moi, les Pictes, c'était comme les Cimmériens, c'était un peuple mythique, des guerriers de fous, et pareil, quand il nous raconte l'épopée Picte, c'est étonnant d'ailleurs, c'est un peuple qui était là 1000 ans avant notre ère, qui a résisté aux Romains, et tant que les Romains étaient là, ils étaient valeureux, ils étaient présents, et bizarrement, une fois que les Romains sont partis, dans les siècles qui ont suivi, ils sont mélangés aux Scots, et ensuite ils ont disparu. On a pu, aux environs du Xe siècle, c'est les dernières références qu'on a à eux. Comme ils avaient plus d'ennemis, ils ont disparu. Ils étaient trop valeureux pour vivre dans la paix. C'est étrange. Et donc par exemple, juste l'épopée britannique pour aller vite, ça prend tout un pan de ce livre et ça rend fou. Ça rend fou. Et après, il joue les historiens. Alors je comprends hein, que de vrais historiens, après, il dit qu'il allait trop loin. Mais par exemple, à un moment, il parle du monde gaulois au moment de la conquête romaine. Alors bien sûr, il parle de Vercingétorix, il parle des, des, des Arvernes et tout ça. Et à un moment donné, il parle d'un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelle Comenos l'Atrébate. Alors les Atrébates, c'était un autre peuple de la Gaule, une autre tribu gauloise. Et en fait, pour lui, Comenos, c'était lui le vrai chef de file. S'il n'y avait pas eu Vercingétorix, en fait, il a tout gâché parce que, en gros, il aurait commencé trop vite la révolte et c'était Comenos qui était le vrai politicien, le vrai stratège derrière les Gaulois et qu'à cause de ça, il était obligé de s'exiler ensuite en Bretagne, en tout cas en Angleterre d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, ensuite on lit d'autres livres, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et qu'il a peut-être tort, Marcal, là-dessus. Mais pareil, pour quelqu'un qui avait aucune notion de justement déjà de toutes les tribus gauloises qui existaient et des interactions politiques entre Rome et la Gaule, bah c'est pareil, ça ouvre la porte sur tout un monde en plus d'intrigues politiques à l'époque des Gaulois. À côté de ça, il parle du druidisme par exemple, parce que le druidisme c'est important pour les Celtes. Encore aujourd'hui, chaque année, il y a des livres qui sortent sur les druides, le fait qu'en réalité c'était des pythagoriciens, le fait qu'ils étaient les seuls à détenir le savoir chez les Gaulois, qu'ils étaient les seuls à détenir l'écriture, qu'ils étaient capables d'effectuer des calculs astronomiques, ou même, par exemple, on a découvert il n'y a pas longtemps que une fois par an ils se réunissaient, euh, ils venaient de toute la Gaule. Alors ce qui est la Gaule, ça contient aujourd'hui la France actuelle, une partie de la Belgique, un peu de l'Allemagne, la Suisse. Et en tout cas, ils se réunissaient à un endroit où ils avaient calculé avec précision qu'était le centre du pays celtique. Et aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose scientifiques, on se rend compte qu'ils avaient visé juste. L'endroit dans lequel ils se réunissaient, c'était vraiment le centre de la Gaule. Donc pareil, on se rend compte qu'en réalité, ces fameux druides, là, nous on a l'image de Panoramix avec sa longue barbe, là, mais c'était plus que ça. C'était aussi des faiseurs de rois. Il y a eu une époque où il y a eu un roi unique des, euh, des Celtes. Ça n'a pas duré longtemps, mais parce qu'ils étaient trop indépendants pour ça. Mais c'était aussi avec l'autorisation des druides qui pouvaient avoir la royauté. Par exemple, le père de Vercingétorix, il s'est fait assassiner parce qu'il avait voulu redevenir le roi de tous les Gaulois.
Et donc on a toutes ces informations qui se succèdent. Et à côté de ça, on a aussi, comme je vous dis, comme c'était un prof de lettres, il y a des moments qui sont plus poétiques, où il nous traduit justement des gestes ou des bribes de mythologie. Et là, on part dans une autre direction encore. Parce que comme il s'attache vraiment au mythe, il y a des moments où, pendant des pages entières, on rentre dans des mythes celtiques dont on ne connaissait rien en vérité. Et donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a un savoir universel sur le monde celtique. On a l'impression qu'il maîtrise toutes les langues antiques, on a l'impression qu'il maîtrise l'histoire des Celtes du début à la fin, on a l'impression qu'il maîtrise la mythologie celtique et en plus les nuances mythologiques entre les différentes tribus celtes. Et donc ça fait beaucoup. On se dit, mais le gars, pourquoi on n'a pas entendu parler de lui avant? C'est vrai, moi, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Et c'est pour ça qu'après, je suis reparti à JBA et j'ai acheté 4 ou 5 livres. La fameuse femme celte, là. Il y avait, je crois, le roi Arthur et les Celtes. Il y avait, je sais plus, il y en avait 1000, quoi. Et j'ai continué à lire. Je me suis dit, mais son savoir, il s'arrête où? Par exemple, à la toute fin du livre, et il parle même de la toponymie celtique, ce qui nous reste. Parce que la toponymie, c'est les noms des lieux, en fait. Et ça, c'est un éternel, j'allais dire, une éternelle source de polémique parce que selon certains historiens, il y a encore vraiment des vrais toponymes celtes, par exemple en France, et selon d'autres, en fait, non, parce qu'au mieux c'est breton, mais c'est pas vraiment celte. Et bon, il y en a quelques-uns, hein, bien sûr, ils ont été tordus par le latin, par le germain, tout ça, mais bien sûr qu'il y en a. En tout cas, par exemple, on sait que ce qui reste du relief celtique, enfin de, de leur action sur le paysage, en réalité, c'est beaucoup plus important que la toponymie. Par exemple, les chemins d'aujourd'hui, enfin les routes d'aujourd'hui, euh, en fait, ça vient des chemins celtes d'origine. Les Romains, en fait, ils ont fait des routes romaines sur les chemins celtes. Et les routes romaines, bah, ensuite, avec le temps, bah, c'est les mêmes routes qu'on a aujourd'hui, en réalité. En tout cas, pour la plupart. On se rend compte aussi que ce qu'on appelle le bocage français, bah, beaucoup on l'a hérité du bocage gaulois. En réalité, ils ont vraiment mis les Gaulois, ils ont mis une marque quasiment indélébile sur le territoire de ce qu'est la France aujourd'hui. Et ça, par exemple, c'était un héritage qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment un héritage matériel là, pour le fait, pour le coup. Pareil, à un moment, il parle de la transition entre la religion donc celtique, la religion romaine qui arrivait, et ensuite la religion chrétienne. Et par exemple, il nous parle des sources, apparemment chez les Celtes, on adorait les sources, on les personnifiait. Et donc très vite, quand les Romains ont conquis et qu'il y a eu ce qu'on appelle les Gallo-Romains, bah, ça s'est mélangé. De toute façon, les Romains ils étaient ouverts à tous les cultes. Mais pareil, quand ensuite ça a été le christianisme, on se rend compte qu'il y a eu des Notre-Dame de telle source, Notre-Dame de telle rivière, Notre-Dame. Et quand on gratte un peu, bah, les fameuses Notre-Dame de je ne sais quelle rivière en France, bah, c'était en réalité une source qu'on adorait autant des Celtes. Donc un autre héritage qui est encore vivant aujourd'hui, c'est à travers des croyances qu'on croit chrétiennes, mais qui en fait sont celtiques. Tout ça pour dire que notre ami Jean Marcal, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas les Celtes, eh ben, on a l'impression que c'est vraiment le plus grand spécialiste de tous les temps euh, de la civilisation celtique. Et tout n'est pas acheté. Maintenant, en fait, pour en revenir à ce qui fait polémique, euh, comme je vous l'ai dit, lui, à la base, c'est un prof de lettres. Et donc, on peut dire qu'il est peut-être légitime sur tout le côté linguistique, justement, de son étude sur les Celtes. Et par exemple, il y a un universitaire célèbre, un historien du monde celtique, qui s'appelle. Alors, il a un nom à coucher dehors, hein, il a un vrai nom celtique, lui. Il s'appelle Christian Joseph Guyonvarch. Et lui, pareil, hein, j'ai pas mal de ses bouquins chez Payot, ou en petite bibliothèque Payot, on a beaucoup. Et lui, par exemple, il disait de Marcal que. Alors attendez, j'ai noté quelque part, hein, parce que ça m'a fait rigoler. Euh, il parlait justement de trois ouvrages de Marcal qui étaient célèbres.
sur les Celtes, donc les Celtes, la civilisation celtique, l'épopée celtique d'Irlande et l'épopée celtique en Bretagne. Alors, Monsieur Jean Marcal se fait parfois passer pour professeur de lettres classiques. Il ne dit jamais où il enseigne, mais il ne sait pas accentuer le grec, il ignore tout du latin, il ne sait pas combien de cas comporte la déclinaison irlandaise. Jean Marcal lui-même se cite très complaisamment dans ses publications ultérieures et chaque fois qu'il est en question d'un texte irlandais, il renvoie à l'épopée celtique, comme si cet ouvrage contenait des traductions ou constituait la référence essentielle. Tout cela est au mieux une plaisanterie. Et donc en fait moi j'ai su, parce que quand je parlais de lui avec des amis libraires ou des potes qui sont un peu férus comme moi d'histoire, très vite ça revenait sur le tapis, ça, que c'est bien beau, il a écrit deux trois bouquins sur l'histoire celtique, mais après, justement, la plupart des gens le connaissent pour tous ces livres sur les mythes de Brocéliande. Il a même, à la fin, il a même écrit, je crois, des trucs sur l'énigme des vampires, l'énigme de Chartres, enfin des trucs. Et même moi, ça m'avait mis la puce à l'oreille après. Alors j'ai gardé un bon souvenir de cette lecture. Mais finalement, je me disais peut-être qu'il n'est pas si bon ou si légitime que ça. Et c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai lu par exemple les livres de. Par exemple, il y a un vrai classique sur les Celtes, ça s'appelle tout simplement Les Celtes, et c'est écrit par Henri Hubert. Alors pareil, c'est un ancien. Markel, il est né en 1908, je sais pas si je vous l'ai dit. Et Henri Hubert, je me demande s'il n'est même pas né un peu avant le tournant du XXe siècle. En tout cas, pendant longtemps, ça a été la référence ultime de l'histoire celtique en France, quoi. Alors, bien sûr, il y a Camille Jullian, et c'est vrai que par exemple, moi, quand j'ai lu les Celles d'Hubert, c'est vachement plus aride, hein. Il y a des moments où ça fait mal à la tête. C'est vraiment un livre académique. Mais on peut pas nier le fait que c'est un livre d'historien. C'est pas du Marcal. Ou par exemple, après, quand j'ai lu justement les Guyon Varch, ou quand j'ai lu les Jean-Louis Bruno, par exemple, Jean-Louis Bruno, c'est super connu. Alors oui, c'est de la vraie vulgarisation, mais c'est un universitaire pareil. Et je pense que de temps en temps, je ferai une petite pastille celtique pour parler des ouvrages de ces historiens, parce que ça vaut le coup. Et en fait, là, j'ai à peine effleuré ce qu'était l'histoire des Celtes, en vérité. Là, je voulais parler de ce livre parce que, malgré tout, c'est un bon souvenir de jeunesse. Et je trouve que même si aujourd'hui on sait que Marcal n'est pas un historien, et que peut-être qu'il s'est un peu fait mousser, il a quand même bossé, et que c'est une bonne porte d'entrée pour s'intéresser aux Celtes. Parce que il a un talent de conteur en fait. Mais il arrive à. Après, bien sûr, il faut peut-être avoir quelques références. Moi, c'est vrai que, comme je vous dis, il m'a attrapé juste avec les Cimériens et les Pictes. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé, hein. Mais c'est vrai que tous ceux à qui je l'ai conseillé, ils ont trouvé que c'était une somme intéressante. Maintenant, comme j'essaie de faire un podcast sérieux, les amis, je suis d'accord avec le fait que c'est un auteur polémique et que ce n'est pas un historien. Encore une fois. Mais bon, parfois, justement, quand on commence à s'intéresser à un sujet, on essuie les plâtres avec des auteurs un peu polémiques. Euh, mais je conseille malgré tout ce livre. Malgré tout. De toute façon, quand on sait ce qu'on lit, il n'y a pas de problème. Parce que quand même, euh, même si c'était, comme le disait Guyon Varch, quelqu'un qui se cite lui-même, ou quelqu'un qui était moins calé en linguistique que ce qu'il voulait bien faire croire, c'était malgré tout un prof de lettres, et en tout cas, il y a des vraies sources aussi dans le bouquin. Après, maintenant que j'ai de la bouteille, j'arrive à déceler les erreurs dans son discours, hein. Mais c'est quand même une bonne porte d'entrée. Parce qu'il y a justement un souffle un peu épique dans son livre. Et comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. Le souffle épique. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce livre, qui est toujours disponible et qui a toujours du succès. C'est ça aussi le truc étrange, c'est que malgré le fait qu'aujourd'hui. Ouais, il est mort, hein, Marcal, je sais plus, en 2006 ou en 2008 ou. Ouais, un truc. Ah non, alors ouais, il est mort en 2008 et il est né en 28. Ouais. Non. Oui, c'est ça. Parce que je m'étais dit, ouais, il a 80 ans, ouais, c'est ça. Et il est mort en 2008. Et moi, je vois par exemple à Gibert, bah, ces bouquins, ils sont toujours sur les étagères d'histoire celte.
Et ça tourne toujours. Et quand, par exemple, des fois je tombe dessus en brocante, parce que souvent, moi, pour acheter des bouquins qui valent cher, j'achète des livres dans les brocantes et tout ça à petit prix, puis je vais les refourguer à Gibert, et ça fait un bon d'achat en fait, avec 20% en plus. Et donc, comme ça, je peux me permettre parfois d'acheter des livres qui valent par exemple 50 euros, parce que sinon je les achèterais pas. Et je vois par exemple que quand je tombe sur ce livre-là, Les Celtes et la civilisation celtique, bah, il me le rachète encore bien, Gibert. Des fois, il me le rachète encore, je sais pas, 8 balles, 9 balles. C'est très rare, hein, aujourd'hui d'arriver à vendre un livre 8 ou 9 balles. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, il est encore présent, Markel. Il est encore présent dans le monde celte. Donc voilà, c'est la première fois que je conseille un livre d'un auteur qui est un peu décrié et qui est pas si sérieux que ça en fait. Mais c'est parce qu'en réalité, parfois, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des livres d'histoire, comme je le disais, parfois c'est un peu aride. Par exemple, si j'avais lu en premier le livre de Henri Hubert, là, Les Celtes, je crois que j'aurais pas été jusqu'au bout. Parce que c'est. Bon, après, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a écrit au début du XXe siècle et qui était vraiment un spécialiste dur. Et voilà, il faisait mal à la tête en gros. Bon, avec le temps, on apprend à lire ce genre de livre. On apprend à tirer la substance scientifique moelle et on est content de l'avoir lu parce que c'est des vraies infos. Euh, mais peut-être que si on lit ça en premier, si on veut s'intéresser aux Celtes, peut-être que ça va nous dégoûter des Celtes. Après, par exemple, les autres, c'est un peu moins dur, hein. Jean-Louis Bruno, par exemple, pouvait lire les Celtes, ça passe. Ça passe crème. Ou si vous vous intéressez plus aux Gaulois, en particulier plus qu'aux Celtes, par exemple, là, le Monde secret des Gaulois qui vient de sortir, là, vous pouvez lire ça. Vous pouvez le manger comme du Nutella, c'est facile. Mais donc, voilà, encore une fois, parfois lire les bouquins d'un prof de lettres, c'est un peu plus facile que de lire les bouquins d'un historien. Et c'est pour ça que je vous le conseille encore une fois. Par exemple, là, pareil, j'ai hésité avant de faire le podcast de parler de un bouquin d'un autre grand historien français euh, qui s'appelle Régis Boyer et qui a écrit Les Vikings. Et les Vikings, bah, c'est un must-have, hein. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est tellement à la mode les Vikings, il y a eu tellement de séries, de films, qu'il y a des Vikings partout. J'ai vu l'autre fois qu'il y avait même un bouquin tiré du podcast Nota Bene, pas du podcast de la chaîne YouTube, et qu'apparemment il avait été vendu, je sais pas, à 20 000 exemplaires. Donc on en arrive au stade que même des youtubeurs, ils arrivent à vendre des bouquins sur les Vikings. Mais en fait, Régis Boyer, ça a été le plus grand spécialiste des Vikings en France. Il était professeur à la Sorbonne. C'est lui-même qui a créé l'Institut de recherche nordique à la Sorbonne. Et il a été un grand traducteur. C'est lui qui a traduit l'Edda, par exemple. L'Edda, c'est le livre de mythologie des, des Scandinaves. Euh, Il a écrit maintes bouquins et articles sur le sujet, mais le livre de référence, c'est tout simplement Les Vikings. Et moi, je me rappelle que quand je l'avais lu, euh, même si c'est un livre extraordinaire, bah, ça m'avait fait un peu le même effet que Henri Hubert avec les Celtes, quoi. Il y avait des moments où je me disais, wow, il est bien le bouquin, mais il me fait mal au cerveau. Et pourtant, c'est pas des maths. Et pourtant, je suis un vrai mangeur de livres et je peux lire n'importe quoi. Mais parfois, il y a des livres, bah, en fait, c'est des vrais livres, quoi. Ils font mal. Et donc, je peux vous parlerai un jour de ce livre, mais c'était juste pour vous expliquer pourquoi je vous ai d'abord parlé de Marcal avant de parler d'historiens plus accomplis, enfin de vrais historiens. Et je vous ferai un petit podcast sur les Vikings bientôt. Mais je me suis dit que je vais d'abord le refeuilleter parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu. Et je me suis demandé si j'allais pas vous faire un podcast sur euh, juste Régis Boyer ou si j'allais pas faire un podcast thématique sur les Vikings parce que ces derniers temps il y a tellement de bouquins qui sont sortis sur les Vikings et tellement de bouquins qui sont bons à manger. Alors je sais que là je fais une digression absolue mais en même temps c'est le même genre de peuple et c'est le même genre de bouquin.
Par exemple, je vous en ai parlé dans les conseils estivaux, il y a euh, Les Enfants du Frêne et de l'Orme, qui ont été écrits par Neil Price. Et bah, en fait, c'est devenu la nouvelle référence euh, de livres historiques sur les Vikings. Il est extraordinaire. Et dans la collection Mondes Anciens de Belin, je vous en parle souvent. Ça, c'est une collection extraordinaire. Par exemple, si vous vous intéressez à l'histoire et que, comme je le disais, c'est des livres qui coûtent cher et tout, vous n'avez pas envie d'acheter 1000 bouquins sur le même thème, et ben la collection Mondes Anciens, vous achetez juste un bouquin et vous avez tout. Et donc, ça, je sais pas, il y a à peu près 5 ans, je crois que ça a commencé, ou un peu plus. C'est des collections par thème. Le premier, c'était Préhistoire d'Europe. Après, il y en a eu deux sur l'Égypte, je crois, ou un. Il y en a eu trois sur Rome, trois sur la Grèce. Il y a eu sur le Proche-Orient. Il y a eu sur le Japon. Il est fantastique sur le Japon. Et là, il y a eu Les peuples du Nord, de Frodi à Harald, l'impitoyable. Et ben, par exemple, là, celui-là, c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est des bouquins qui valent 50 balles. Donc moi, c'est pas possible de sortir 50 balles pour un bouquin. C'est trop cher, hein, surtout quand on en achète beaucoup. Donc lui, typiquement, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté plein de drouilles à 20 centimes, 50 centimes dans des brocs, des Emmaüs et tout ça. Et je suis parti faire un bon d'achat. Ça m'a fait, je sais plus, 70 balles. Et bah, j'ai pu m'acheter Les Peuples du Nord et en plus deux, trois autres bouquins en plus. Vraiment, je conseille. Je conseille de faire ça. Parce que sinon, si on veut consommer du bouquin, enfin consommer, c'est pas le bon terme, mais si on, justement on est des mangeurs de livres, parce que c'est pas sur le fait que ça coûte 50 euros, hein, je comprends que ça coûte 50 euros. C'est des livres écrits par des collèges d'historiens, c'est des années de travail, c'est des livres qui se vendent pas forcément à des milliers et des milliers d'exemplaires, donc de toute façon, il faut quand même les payer, les historiens, il faut payer l'éditeur. C'est pas le fait que ça coûte 50 euros, ça les vaut. C'est juste que quand comme je dis toujours, quelqu'un qui lit un livre par mois, il peut me payer 50 euros un bouquin. Mais quelqu'un qui achète des livres plusieurs fois par semaine, il peut pas. Parce que justement, c'est ça le piège de la culture. Et c'est ça en fait la vraie barrière euh, à l'accès à la culture. C'est l'argent, comme pour tout le reste. Donc il faut trouver des moyens détournés. Il faut trouver des combines pour pouvoir acheter des bouquins, à part si on a des services de presse. Donc c'était encore une énième aparté, mais donc voilà. D'ailleurs, sur les Celtes, Préhistoire d'Europe, le premier volume à être sorti dans cette collection, bah, c'était du Paléolithique à Vercingétorix. Donc, vous aurez aussi une histoire des Celtes pour 50 balles. Ça vaut le coup. Donc voilà, c'était une vraie digression. Donc ouais, je sais pas si je vous ferai un podcast juste sur Régis Boyer ou sur tous les bouquins en même temps pour faire un thème viking. Je sais pas, peut-être que je ferai les deux. Après tout, c'est gratuit, le podcast. Et puis peut-être que vous aimez entendre ma voix suave et profonde, hein, la nuit. Je dis n'importe quoi, il est vraiment tard. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de Jean Marcal et de ses potes celtes. En tout cas, un conseil de mangeur de livres et d'amateur d'histoire, de livres d'histoire, les Celtes, c'est vraiment un sujet extraordinaire. Il y a tout dedans. Il y a des épopées, il y a du mythe, il y a du fantastique, il y a des dieux qui se battent, il y a euh, j'allais dire des histoires de guerre et de sang, parce qu'à la fin on arrive avec Vercingétorix et tout ça, mais même comme je vous l'ai dit, Brennus qui va conquérir Rome, ou les Galates qui arrivent en Turquie, ou les inventions qu'on... Par exemple, est-ce que vous savez que les Gaulois avaient inventé la première moissonneuse-batteuse? Ça fait 2 3 ans que les archéologues ont sorti cette info. Ils avaient réussi à créer un système qui était tiré par des chevaux et qui faisait effet de moissonneuse-batteuse. C'est extraordinaire, non? On a toujours l'impression que c'est des mecs un peu ouf qui étaient prompts à se mettre en colère et qui se battaient tout nus. Ah, c'est vrai, ils se battaient tout nus. Il y avait la furie celte, hein. C'est comme les berserkers justement pour les vikings, hein. Ils sont proches ces deux peuples. Mais c'était aussi des gens d'une ingéniosité incroyable. On le voit aussi par exemple dans leur orfèvrerie. Vous savez comment les historiens ont découvert que les Celtes et les Druides en particulier étaient des pythagoriciens? Eh ben, c'était dans
les modèles géométriques qu'il y avait dans leur orfèvrerie. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine symétrie et que en réalité les espèces d'arabesques qu'il y a beaucoup dans leur orfèvrerie, en fait il faut maîtriser la géométrie pythagoricienne. Et donc ils se sont rendus compte que c'était pas juste des orfèvres qui faisaient ça au pif en gros, ou qui avaient appris à reproduire des volutes, des formes, et sans connaître en fait les techniques enfin, ou en connaissant juste une technique artisanale, mais sans connaître les calculs qu'il fallait pour aboutir à ces formes. En fait, non. Et les détenteurs de ce savoir, c'était les druides. Et dans tous ces peuples aussi, les forgerons, les artisans du feu, ils avaient une aura presque divine. Et pareil, encore une fois, c'est bizarre. Là, en parlant avec vous, je me rends compte des incointances qu'il y a avec les Vikings. Chez les Vikings, c'était pareil. Les forgerons, chez les Vikings, ils avaient un statut à part. De toute façon, pendant longtemps, hein. Et en plus, les Celtes, ils font partie de ce qu'on appelle les peuples de l'âge du fer. C'est-à-dire que ils sont à la jointure de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, et ils ont maîtrisé le fer. Et pareil, à un moment donné, ils avaient des épées qui étaient à double tranchant, mais qui étaient arrondies, qui n'étaient pas pointues. Donc ça montre aussi toute une philosophie de la guerre et de l'acte de tuer, où on pouvait tuer que de taille et pas des stocks. Et ça prouve en vérité que, comme je le dis souvent sur des peuples un peu oubliés, euh, parfois en fait on se doute pas qu'ils avaient créé des, des systèmes de croyances et des systèmes politiques totalement originaux et parfois totalement incompréhensibles pour nous. Parce que nous on a l'impression qu'aujourd'hui on pense à peu près tous de la même manière et que tout a été inventé avant nous et que en gros avant il y avait des rois et des empires et maintenant c'est la démocratie et on vote pour des gens, mais en réalité les systèmes politiques ont été aussi variés et nombreux que les peuples qui ont vécu sur la Terre. Il n'y a pas longtemps je parlais des Micmacs, là, le peuple indien là, que Jacques Cartier a découvert, et ceux qui étudient la question se rendent compte que euh, ils étaient partis dans une direction totalement pareil, originale. Ils avaient une manière de déléguer le pouvoir à une manière justement de se faire obéir du peuple, par exemple, qui était incompréhensible pour nous. Parce que tout le monde était quasiment libre de faire ce qu'il voulait, mais malgré tout, ils arrivaient à travailler de concorde, quoi. Et ça aussi, j'en parlerai plus un jour, quand je parlerai des Hurons. En tout cas, voilà, c'est ça qui est bien aussi avec les livres, c'est qu'en fait, on peut parler sans s'arrêter, hein. On passe du coq à l'âne, et on continue, tout au long de la nuit. Ça fait combien de temps que je vous parle? J'aimerais bien savoir, hein. Bon, 48 minutes. On est parti des Celtes pour passer aux Vikings, et on est arrivé au Micmac d'Amérique du Nord. C'est extraordinaire, j'adore ça. J'espère que vous aimez aussi. J'espère que je vous casse pas la tête et que vous aimez que je vous raconte un peu le résultat de mes lectures, hein, parce que c'est ça en fait, ce podcast, c'est juste partager des bouquins et la connaissance qui va avec. C'est précieux, les bouquins, c'est précieux. Mais si vous m'écoutez, vous le savez déjà. Et ben voilà, je vais pas vous prendre la tête plus longtemps. 50 minutes presque, c'est pas mal du tout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et si c'est le cas, ben, partagez le podcast. J'aimerais bien qu'on explose un petit peu le nombre d'écoutes. Ce serait cool. Hein, à bientôt les mangeurs de livres. Faites bombance avec la civilisation celtique et tous les autres bouquins dont je vous ai parlé. Au revoir à tous.